c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, ravi de te retrouver aujourd'hui pour la lecture du deuxième volet de l'ouvrage Pourquoi Bitcoin de Thomas Trollight, soit les chapitres 8 à 14. Prenons un petit moment pour nous remémorer le début de cette belle introduction au Bitcoin. Voici les notions clés que Thomas nous avait transmises au cours des 7 premiers chapitres. Bitcoin répond à un besoin pressant, réparer à jamais et pour le bénéfice de tous un système monétaire injuste et défaillant. Sa conception unique garantit l'inviolabilité des attributs qu'il distingue de tout ce qui l'a précédé. Bitcoin brille par la rareté programmée de son offre. 21 millions de bitcoins, pas un de plus, chacun divisible en 100 millions de satoshi. L'extraction, le minage de ces bitcoins est énergivore, là où la production illimitée des monnaies décrétées par l'État ne requiert aucun effort. Ces monnaies fiat nous sont imposées par la force. Adopter Bitcoin, en revanche, procède d'un choix volontaire. Cela signifie que pour mériter notre préférence, Bitcoin doit prouver à chaque instant sa supériorité. Bitcoin est sans autorisation, chacun peut l'utiliser. Ces règles, basées sur les mathématiques et la physique, lui confèrent une fiabilité sans pareille. Deux parades le rendent profondément indestructible. Primo, la décentralisation extrême de son réseau. Chacun peut rejoindre le réseau Bitcoin avec un modeste ordinateur connecté à Internet. Et deuxio, son mécanisme d'ajustement de la difficulté qui lui permet de survivre dans les environnements les plus chaotiques et dépourvus de ressources énergétiques. Bitcoin, c'est la résilience absolue. Voilà pour les points clés du premier volet. Poursuivons maintenant la lecture. Pourquoi Bitcoin est le chemin vers la stabilité économique? Les monnaies nationales ne procurent aucune stabilité fiable. En 2021, le bolivar vénézuélien a perdu 99% de sa valeur face au dollar américain. Sur la même période, la livre sterling elle-même a connu une volatilité de 17% à la hausse ou à la baisse par rapport au dollar. S'agissant de leur fonctionnement, les monnaies nationales offrent en fait très peu de sécurité, de facilité d'utilisation, de prévisibilité et en fin de compte très peu de stabilité. Aucune d'entre elles ne vous apporte de véritable prévisibilité concernant l'évolution de leur masse monétaire, et elles sont nombreuses, y compris le dollar, à avoir récemment vu leur masse monétaire croître de manière effarante. Aucune d'entre elles ne peut se targuer d'être totalement exempte de risques de vol par des escrocs ou résistante à la saisie par les autorités. Aucune ne peut non plus prétendre d'être pleinement libre d'accès pour tous, sans autorisation. Des réglementations imposent en effet à leurs détenteurs de s'identifier et de déclarer l'usage qu'ils prévoient d'en faire. Toutes ces monnaies ne fonctionnent que dans des juridictions spécifiques, et aucune d'entre elles ne voit sa masse monétaire auditée de façon indépendante. On en vient d'ailleurs même à se demander si les autorités en charge de ces monnaies nationales en connaissent précisément la masse actuelle. En résumé, les monnaies nationales ne sont pas du tout stables.
Pourtant, Bitcoin est accusé d'être instable. Bitcoin est extrêmement volatile, affirment journalistes, économistes et banquiers. Pas étonnant qu'ils tirent de telles conclusions en jugeant Bitcoin à l'aune de monnaie nationale instable. Imaginez-vous sur un bateau chahuté par une mer houleuse et fixant du regard un phare sur la rive. La position de ce dernier va vous sembler extrêmement volatile, alors qu'il est en fait parfaitement immobile, stable. Bitcoin se comporte précisément comme ce phare. Bitcoin est profondément stable. Chaque facette de Bitcoin reflète l'essence même de la stabilité. Malgré tout ce que le monde lui a fait subir, Bitcoin a pu tenir toutes ses promesses. Son offre, l'émission de Bitcoin, très précisément prévisible, s'est conformée avec exactitude à l'échéancier prédéfini. Sa sécurité n'a jamais été violée. Il a permis à toute personne dans le monde de l'utiliser. Il a laissé les détenteurs de Bitcoin les dépenser sans aucune restriction. Et il a permis à tout un chacun disposant d'un ordinateur basique de vérifier son offre monétaire indépendamment, sans avoir à faire confiance à qui que ce soit. Il n'y a eu aucune exception. Bitcoin est donc extrêmement stable. L'adoption de Bitcoin est une migration vers la stabilité. Lorsque les critiques qualifient Bitcoin de volatile, il ne s'agit pas d'un compliment. Ils sous-entendent que la stabilité est préférable à la volatilité. Ce point est exact. Ils se trompent simplement sur ce qu'est la stabilité. L'incroyable stabilité et fiabilité de Bitcoin est précisément ce qui attire un nombre toujours plus grand de personnes, de sociétés, d'institutions et de gouvernements à l'adopter dans des proportions toujours plus grandes. Au cours de son adoption, malgré de fortes fluctuations à court terme de son prix libellé en dollars, la valeur de Bitcoin mesurée en dollars augmente significativement. Cependant, rien dans la nature même de Bitcoin ne fluctue. Tout comme le phare, Bitcoin reste parfaitement stable. À la lumière de tout cela, il n'est guère surprenant que Bitcoin soit de plus en plus préféré aux monnaies nationales. Inébranlable, Bitcoin offre au monde les garanties de stabilité d'un étalon, d'une référence à partir de laquelle nous pouvons échanger entre nous, indépendamment de la distance, du montant et de la période. La fiabilité de Bitcoin conduit le monde sur la voie d'une plus grande stabilité économique. Pourquoi Bitcoin est la voie pour épargner de l'argent? Que signifie épargner de l'argent? Épargner de l'argent consiste-t-il à mettre des dollars sur un compte d'épargne? Examinons de plus près cette expression familière qui tient en deux mots. Épargner l'argent. Le mot épargner a en fait deux significations. La première, c'est stocker, et la seconde, c'est sauver. C'est ce deuxième sens, sauver, que nous voulons examiner. Que dire par ailleurs de la définition du mot argent? Permettez-moi d'en proposer une parce que les dictionnaires résument l'argent à des pièces physiques et des billets de banque, ce qui me semble être une définition bien dépassée, même en faisant abstraction de Bitcoin. Je suggère simplement la définition suivante. L'argent est un instrument que les gens utilisent pour stocker et pour transférer de la valeur économique. Maintenant, imaginez que cet instrument que les gens utilisent pour stocker et transférer cette valeur soit en train de mourir. Il nous faudrait alors secourir cet instrument. Nous aurions besoin de sauver cet instrument. Nous aurions besoin de sauver l'argent. Vous voyez, lorsque je parle d'épargner l'argent, je ne veux pas dire mettre des dollars sur un compte d'épargne, je veux dire trouver un nouvel instrument sur lequel l'humanité peut compter pour stocker et transférer la valeur économique. La raison pour laquelle nous avons besoin de ce nouvel instrument est que l'ancien est défaillant. Depuis au moins 50 ans, l'argent émis par le gouvernement a perdu sa capacité à stocker et à transférer de la valeur économique à cause de l'inflation. Là où une boîte de conserve de soupe coûtait 10 cents, elle en coûte aujourd'hui $1. Le prix d'une maison a été multiplié par 10. Tout est devenu plus cher en dollars.
L'inflation se produit lorsque les personnes qui peuvent créer de l'argent abusent de ce pouvoir. Aujourd'hui, cet abus a atteint un point d'ébullition où des milliers de milliards de dollars sont créés du jour au lendemain, plusieurs fois par an. Cela détruit l'épargne détenue sur de prétendus comptes d'épargne. L'inflation est le tueur d'argent. Quand les destructeurs apparaissent parmi les hommes, ils commencent par détruire l'argent. Ayn Rand. Rejoignez Bitcoin, sauvez l'argent. Bitcoin est là pour sauver l'idée même de l'argent de la destruction. Il élimine le pouvoir des uns à faire fondre les économies de tous les autres. Dans Bitcoin, il n'y a pas d'inflation. Rappelez-vous, il n'y aura jamais que 21 millions de Bitcoin, chacun divisible en 100 millions de parties appelées Satoshi. Ils seront émis selon un échéancier immuable au cours des 100 et quelques années à venir. Cet argent ne sera émis que pour les personnes qui auront travaillé dur pour le gagner. Cette rareté garantie, associée à l'obligation de travailler pour obtenir les bitcoins nouvellement émis, réintroduit l'intégrité dans le système monétaire, le sauvant ainsi de l'effondrement. Cependant, elle ne le fait que pour l'instrument monétaire qui présente ces caractéristiques. Et cet instrument est le Bitcoin. Bitcoin est donc littéralement là pour sauver, épargner l'argent de la destruction. Si vous voulez épargner votre argent de la destruction, vous devez le convertir en Bitcoin. Pourquoi le pouvoir d'achat du Bitcoin ne cesse d'augmenter ? Vous travaillez, vous êtes payé avec de l'argent, vous échangez votre argent contre le travail que d'autres personnes font. C'est ainsi qu'ils sont payés. Mais posez-vous la question, au fil du temps, l'argent avec lequel vous êtes payé permet-il d'acheter davantage du travail que d'autres personnes effectuent ou moins ? Si vous utilisez la monnaie de votre pays, la réponse est que l'inflation réduit ce que votre argent peut acheter. La masse monétaire augmente plus que la quantité de travail effectué, de sorte que plus d'argent permet d'acheter moins de travail. Certaines personnes essaient d'éviter l'inflation en choisissant de détenir des métaux précieux comme l'or. La théorie sous-jacente est que le pouvoir d'achat de l'or devrait rester stable puisque son extraction nécessite un travail qui est pour l'essentiel constant dans le temps. Cependant, le pouvoir d'achat du Bitcoin ne cesse d'augmenter. Beaucoup. Mais pourquoi donc ? Eh bien, imaginez que l'on renverse tout le processus actuel de création de la monnaie. Imaginez un système qui rendrait impossible la production d'argent par décret. Imaginez un système exigeant un travail réel et difficile afin de créer de l'argent. Imaginez que, quelle que soit la quantité de travail fourni, seule une quantité fixe d'argent puisse être créée sur une période donnée et que cette quantité fixe ne cesse de diminuer. Très certainement, alors, si ces conditions sont réunies, l'argent ainsi créé va produire les effets inverses de ceux causés par l'argent qui continue à perdre son pouvoir d'achat. Lorsque vous utilisez Bitcoin, vous choisissez ce processus exact de création monétaire, un processus qui n'entraîne pas de réduction du pouvoir d'achat au fil du temps, mais plutôt son augmentation. Toutes les conditions imaginaires énoncées ci-dessus sont en réalité à l'œuvre dans Bitcoin. Il ne peut pas être produit par décret, sa création nécessite un travail réel et difficile, seule une quantité prédéfinie est produite à un moment donné, et cette quantité diminue périodiquement. Voilà pourquoi le pouvoir d'achat du Bitcoin ne cesse d'augmenter. Pourquoi et comment Bitcoin utilise l'énergie ? Comment Bitcoin utilise-t-il l'énergie ? Laissez-moi en dresser la liste. Tout d'abord, Bitcoin utilise de l'énergie pour empêcher quiconque d'effacer ses enregistrements. Si vous possédez des bitcoins, c'est parce que quelqu'un vous les a envoyés. Cette transaction a été enregistrée dans la blockchain, l'historique complet de la propriété de tous les bitcoins. S'il était possible d'effacer cet enregistrement, vous ne posséderiez plus ce bitcoin. Cependant, remplacer des enregistrements nécessite d'utiliser plus d'énergie que celle utilisée depuis leur création.
Effacer une transaction créée il y a 1 an nécessite plus d'énergie que celle utilisée depuis. Plus une transaction est ancienne, plus il est difficile de l'effacer. Deuxièmement, Bitcoin utilise de l'énergie pour empêcher quiconque de faire passer des enregistrements falsifiés. Bitcoin dispose d'un moyen pour vérifier la quantité d'énergie utilisée pour créer sa blockchain à un moment donné. Si quelqu'un essaie de faire passer une fausse blockchain, il devra y engager plus d'énergie que la vraie. Plus les besoins en énergie sont élevés, plus cela devient difficile et coûteux. Les enregistrements falsifiés sont facilement invalidés par tout le monde et la seule vraie version de la blockchain reste en place. Lorsque de nouveaux blocs sont découverts par les mineurs, tous les nœuds de Bitcoin utilisent le test indiquant la plus haute preuve de travail pour prouver lequel est valide. Tout conflit entre deux versions est finalement réglé par celle qui contient le plus de travail. La version la plus forte gagne. Ces exigences en matière d'énergie empêchent quiconque de redépenser des bitcoins préalablement dépensés. Il s'agit de la solution apportée par Bitcoin au tristement célèbre problème de la double dépense qui avait déconcerté tous les informaticiens jusqu'à ce que Satoshi Nakamoto publie son livre blanc sur Bitcoin en 2008. La consommation d'énergie de Bitcoin met un terme à la dépendance aux autorités humaines. Il ne faut pas beaucoup d'énergie pour participer à Bitcoin. N'importe qui dans le monde peut faire une copie de la blockchain, la tenir à jour et s'assurer qu'elle est parfaitement irréprochable. Pour tout vérifier, Bitcoin ne s'appuie que sur des calculs qui peuvent être exécutés sur des ordinateurs ordinaires, de sorte que tout le monde peut vérifier tout par lui-même. Parce que chacun peut pratiquement vérifier par lui-même, cette méthode de preuve de travail permettant la validation nous libère du besoin de faire confiance à une autorité humaine. Il s'agit là de la seule méthode connue permettant d'atteindre un accord, un consensus parfait à l'échelle mondiale et libre de toute forme d'autorité humaine. Pourquoi les gens mettent de l'énergie dans Bitcoin ? Les bitcoins sont très rares, il n'y en aura jamais que 21 millions. Cette rareté les rend de plus en plus précieux. L'énergie n'est pas gratuite. Des gens choisissent pourtant d'utiliser une énergie coûteuse pour créer de nouveaux blocs valides. C'est ainsi qu'ils gagnent des bitcoins nouvellement créés. En d'autres termes, le système Bitcoin paie les gens avec des bitcoins pour qu'ils mettent de l'énergie en jeu pour renforcer la sécurité de l'historique du Bitcoin et l'enrichir. Comment tout cela s'articule ? Bitcoin paie des personnes avec une monnaie rare pour qu'elles effectuent un travail. Ce travail renforce la sécurité de cette monnaie. Tous ceux qui utilisent cette monnaie rare bénéficient de ce travail car il rend leur monnaie rare encore plus sûre. Cela génère un cercle vertueux où le travail paie pour plus de sécurité et où cette sécurité accrue augmente la valeur de l'argent qui paie le travail afin d'augmenter sa sécurité. L'utilisation de l'énergie par Bitcoin est une partie intégrante et irremplaçable de son fonctionnement. Il utilise l'énergie pour garantir l'accord, la validité, la sécurité et la rareté à un degré jamais atteint sur Terre, conduisant ainsi à la création de la meilleure monnaie dans l'histoire. Pourquoi la consommation d'énergie de Bitcoin est bénéfique pour notre environnement ? La civilisation humaine a besoin d'énergie. Exploiter l'énergie est l'essence même d'une civilisation humaine florissante sur Terre. Sans énergie abondante, nos vies seraient froides, courtes et misérables, et nous serions bien moins nombreux, ce qui serait fort malheureux. Bitcoin privilégie l'énergie la plus propre. Bitcoin utilise l'électricité comme énergie dans le processus de minage. Il existe de nombreuses façons de produire de l'électricité propre et inoffensive, notamment l'énergie nucléaire, hydraulique, éolienne et solaire. Ces sources d'électricité sont en fait moins chères à la marge que les combustibles fossiles. En effet, aucune d'entre elles ne nécessite l'extraction et le transport coûteux de millions de tonnes de combustible.
Le minage de Bitcoin est une activité extrêmement compétitive. Ainsi, par nécessité économique, les mineurs doivent utiliser les sources d'électricité les moins chères disponibles. Et comme les formes d'électricité les moins chères sont aussi les plus propres, les mineurs de Bitcoin sont contraints d'utiliser ces sources propres. Bitcoin encourage un usage responsable de l'énergie. Comme la valeur du Bitcoin augmente avec le temps, il encourage l'épargne et décourage le gaspillage. Ces incitations réduisent les dépenses irresponsables que les monnaies inflationnistes entraînent, des dépenses qui gaspillent l'énergie et polluent notre environnement. Bitcoin stabilise notre accès à l'énergie. Les centrales électriques produisent un flux d'énergie en grande partie constant. Cependant, notre demande en électricité varie fortement au cours de la journée et au fil des saisons. Lorsque nous dormons, nous éteignons les lumières et utilisons moins d'électricité. Lors de conditions météorologiques extrêmes, nous mettons en marche nos appareils de chauffage et nos climatisateurs et consommons davantage d'électricité. Ces variations sont incompatibles avec le fonctionnement des centrales et réseaux électriques. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire, il existe une solution à ce déséquilibre, le minage de Bitcoin. Le minage permet aux centrales électriques de fonctionner au maximum de leur efficacité, indépendamment de la fluctuation de notre demande. En outre, le minage paye une électricité qui serait autrement gaspillée. C'est un facteur d'amélioration sur un plan économique, tant pour les exploitants de centrales que pour leurs clients. Cela stabilise l'offre, la demande et les prix. Ainsi, le minage de Bitcoin améliore l'économie de l'énergie propre, ce qui est bénéfique pour nous et pour notre environnement. Bitcoin améliore notre accès à l'énergie. En améliorant l'économie de la production d'énergie propre, Bitcoin encourage la construction de centrales électriques propres plus nombreuses et plus grandes, remplaçant ainsi l'utilisation de centrales plus anciennes et plus polluantes. En fait, Bitcoin rend même possible la construction de centrales électriques propres qui autrement ne seraient pas construites, contraignant les gens à utiliser des alternatives plus polluantes. Cela vaut particulièrement pour les petites populations isolées dépendantes de sources d'électricité polluantes à petite échelle, comme des groupes électrogènes diesel. Vu que le minage de Bitcoin peut payer pour n'importe quelle quantité de production d'électricité, il peut s'avérer pertinent de bâtir des centrales propres qu'il n'aurait pas été rentable de construire auparavant. Par exemple, l'énergie géothermique volcanique propre du Salvador est utilisée pour le minage de Bitcoin bien avant que la population locale ne demande cette électricité. Bitcoin bouleverse le paysage énergétique pour le meilleur. Pourquoi Bitcoin est-il le plus grand gladiateur du monde ? Bitcoin subit des attaques incessantes. Nombreux sont les ennemis de Bitcoin décidés à mettre un terme définitif à son existence. Ils s'y emploient sans relâche. Nations, entreprises et pirates informatiques ont tous multiplié les tentatives en ce sens. Quant aux journalistes, ils ne cessent d'enterrer Bitcoin, de le déclarer mort. Tous leurs rapports annonçant son décès ont bien exagéré la réalité. Le fait est que, bien loin d'y succomber, Bitcoin se renforce à chaque tentative d'assassinat. Il parvient même à tirer profit de tous ceux qui tentent de l'interdire. Idem, il réserve un bon accueil à toutes les initiatives visant à le remplacer par quelque chose de prétendument meilleur. S'agissant donc des attaques menées contre Bitcoin, la question n'est pas de savoir ce qui va le faire périr, mais plutôt de quelle manière cela le rendra-t-il plus grand, plus fort, meilleur et plus précieux encore. Bitcoin prospère sous les attaques. En créant Bitcoin, Satoshi Nakamoto l'a doté de capacités défensives contre des attaques à même d'endommager ou de détruire n'importe quel individu, entreprise ou pays. Eh oui, Bitcoin peut même faire face à une attaque nucléaire. En outre, il peut développer de nouveaux moyens de défense. Bitcoin est en effet un logiciel capable d'intégrer de nouvelles capacités, ce qui encourage vivement les détenteurs de Bitcoin à concevoir de telles capacités défensives et d'en doter Bitcoin.
Bitcoin est le plus grand gladiateur de tous les temps. Comme les gladiateurs de la Rome antique qui s'affrontaient publiquement au Colisée jusqu'à la mort, chacun des combats que livre Bitcoin se déroule au grand jour. Chaque fois qu'il repousse une nouvelle attaque, le monde entier peut témoigner de son invulnérabilité face à cette menace. Par conséquent, chacun peut constater par lui-même et raconter autour de lui que Bitcoin a, une fois de plus, prouvé qu'il était plus fort que tout ce que ses attaquants pouvaient imaginer. Bitcoin croît à chaque nouvel assaut. Prouver sa capacité d'adaptation et de survie aux attaques est l'un des ressorts les plus puissants dont Bitcoin dispose pour assurer sa croissance. De nombreuses sociétés et autres institutions qui s'attaquaient autrefois à Bitcoin l'utilisent désormais pour conserver leur richesse. Ayant tenté de l'anéantir, elles s'attendaient à ce qu'il périsse, mais elles ont échoué. Ses ennemis du passé ont ainsi appris la précieuse leçon suivante: si vous ne pouvez les vaincre, rejoignez-les. Et en adoptant Bitcoin de la sorte, ils en favorisent l'essor et le rendent plus précieux encore. Une leçon semblable est réservée à tous ceux qui investissent dans la conception de concurrents voués à supplanter Bitcoin. La plupart de ces tentatives ont lamentablement échoué parce que ces concurrents sont inférieurs à Bitcoin. Même dans le cas hypothétique où ils apporteraient une réelle amélioration, Bitcoin pourrait être modifié afin d'intégrer cette amélioration, neutralisant ainsi tout avantage éphémère. Pour autant, toutes les attaques ne sont pas faciles à repousser, et Bitcoin a survécu à des batailles terrifiantes et prolongées. La plus grave d'entre elles a vu des entreprises leaders de l'écosystème tenter de prendre le contrôle de Bitcoin. Gladiateur invaincu, Bitcoin est sorti victorieux de ce scénario catastrophe, délivrant une leçon sans équivoque à toutes les parties concernées, ennemis ou alliés. Absolument personne ne peut prendre le contrôle de Bitcoin. Bitcoin se défend seulement, il n'attaque jamais. Même attaqué, Bitcoin permet à tous de l'utiliser, y compris ses assaillants. Bitcoin part les attaques sans riposter, il survit simplement, sans chercher à blesser ni à tuer ses ennemis. Toutes les décisions qui ont présidé à la conception de Bitcoin ont donné priorité à sa faculté de survie. Invariablement, chaque attaquant est invité à cesser son attaque et à rejoindre Bitcoin en paix, s'il le souhaite. Bitcoin ne discrimine personne et ne tient pas à rigueur des transgressions passées. Affrontez Bitcoin de grâce. Cet article n'a pas pour but de décourager qui que ce soit de se mesurer à Bitcoin s'il estime avoir une brillante idée. Bien au contraire, cet article leur lance un défi et les exhorte à affronter le plus grand gladiateur de tous les temps. Après tout, cela ne le rendra que plus fort. Pourquoi Bitcoin mettra fin au plus grand hold-up de l'histoire? Des voleurs voyageurs du temps. Voici une idée géniale pour un film. Des criminels surgissant du passé se procurent une machine à voyager dans le temps et se rendent dans le présent où ils dérobent de l'argent qu'ils ramènent ensuite dans le passé. Leurs victimes sont impuissantes. Les criminels ne peuvent pas être poursuivis par les victimes car ces voleurs n'existent que dans leur passé. En outre, les victimes ne se souviennent même pas qu'on leur a volé leur argent, elles sont simplement appauvries. Mais les victimes savent qu'elles ont été volées parce que les escrocs laissent une trace dont la seule explication possible est que quelqu'un venu du passé a dérobé cet argent. Chacun sait qu'il a été volé parce que chacun doit de l'argent pour des choses qu'il n'a jamais achetées. Tous se retrouvent simplement à devoir de l'argent pour des choses qui ont été consommées par quelqu'un d'autre avant même leur propre naissance. Il faut donc que quelqu'un dans le passé ait acheté quelque chose dont les victimes doivent maintenant s'acquitter. Êtes-vous prêt à vous prendre une bonne claque? Cette machine à voler de l'argent et les escrocs qui l'utilisent existent bel et bien dans le monde réel. Ces mêmes escrocs l'ont utilisé dans le passé pour vous voler et d'autres parmi leurs congénères établis dans le présent l'utilisent en ce moment même pour dépouiller les gens dans le futur.
Nous pouvons discerner la marque indiscutable de ce crime. Chaque personne née aujourd'hui doit de l'argent pour des choses qu'elle n'a jamais achetées, qu'elle ne pourra jamais utiliser. Comment fonctionne le vol dans le temps? Cette machine à voler l'argent dans le temps s'appelle déficits et dettes publiques. Chaque vol annuel s'appelle déficit et le cumul de ce montant volé tout au long de l'histoire s'appelle dette. Il n'y a rien de mal à emprunter de l'argent si vous avez l'intention et les moyens de le rembourser. Si toutefois vous trompez intentionnellement le créancier en dépensant les emprunts sans avoir la moindre intention de les rembourser, vous commettez là une fraude. Si de manière encore plus scandaleuse vous empruntez de l'argent dont vous spécifiez que quelqu'un d'autre le remboursera alors qu'il ne sait rien de cet emprunt, vous commettez une double fraude. Pourtant, c'est précisément ce que sont les déficits publics. Les politiciens continuent d'emprunter mais ne remboursent jamais ce qu'ils ont emprunté. Aucun d'entre eux n'a jamais eu l'intention de le rembourser. Aucun d'entre eux ne l'a jamais remboursé. Pire encore, ils n'assument aucune responsabilité personnelle pour ce remboursement, faisant de leurs dettes les obligations des générations futures. Ces générations n'auraient bien évidemment pas pu accepter de contracter de telles dettes. Elles n'étaient même pas encore nées. Chaque bébé qui naît aujourd'hui aux États-Unis est immédiatement acculé d'une dette de plus de 80 000 $, dette à laquelle il n'a bien évidemment jamais consenti. Quoi qu'il en soit, personne n'est arrêté pour cette fraude monstrueuse. Aucun de ceux qui la commettent ne se voit contraint de rembourser l'argent qu'il a dérobé. Nul n'est emprisonné pour de tels crimes. Pourquoi ? Peut-être parce que tous ceux qui devraient mettre un terme à ce crime en sont les complices. La police est payée avec cet argent volé, tout comme les juges et les procureurs. Les législateurs sont payés avec. Même les bénéficiaires des prestations gouvernementales sont payés avec, tout comme les banques qui le prêtent à des gens qui se retrouvent ensuite plus endettés encore. Notre système monétaire est si profondément corrompu que le vol à des enfants pas encore nés s'est banalisé au point qu'il est anticipé par le gouvernement à tous les niveaux. Le vol de l'avenir, plus encore que de l'argent. En volant l'argent de notre avenir, les voleurs volent également la durabilité de notre civilisation. Comme le butin du braqueur de banque plein aux as lui brûle les doigts, l'argent facile mal acquis encourage des comportements court-termistes, une consommation irresponsable, peu soucieuse des conséquences à long terme. Notre économie entre en surchauffe et s'épuise à cause de décisions négligentes que nous n'aurions jamais prises autrement. Et comment pensez-vous que l'on s'y prend pour amener l'économie à la surchauffe et l'épuisement ? Mais avec de l'argent volé à l'avenir, pardi. Le coût d'un focus court-termiste. Depuis 1971, les politiciens se sont acharnés à maximiser la consommation immédiate. Ils ont atteint cet objectif en empruntant à notre avenir de façon inconsidérée et frauduleuse. Ils paniquent si un seul mois passe sans croissance économique. S'il y a 6 mois consécutifs sans croissance, ils appellent cela une récession. Voilà leur prétexte pour justifier plus de vols de l'avenir sans se soucier du remboursement de cet argent ni des conséquences sur la santé à long terme de la civilisation. Pourquoi dérobons-nous ce dont nous n'avons ni besoin ni envie ? Pourquoi la folie de ce vol de notre avenir et de cette destruction de notre civilisation ne cesse-t-elle pas enfin ? Parce que notre système monétaire est brisé. Il s'est cassé le jour même de sa création, le 13 août 1971. Instantanément, dans le monde entier, l'argent a cessé d'être lié à la quantité d'or existante. Au lieu de cela, soudainement, il est devenu possible pour les bureaucrates et politiciens de l'imprimer et de l'imposer comme une dette aux générations futures. Le président américain de l'époque, Richard Nixon, est surtout connu pour avoir dit « Je ne suis pas un escroc ». En réalité, il était un escroc si grand
que, même s'il a honteusement démissionné de son poste en 1974, des personnes nées aujourd'hui même lui doivent encore une partie de l'argent qu'il leur a volé avant même de venir au monde. Si Nixon avait dit la vérité, compris ce qu'il avait réellement fait, il aurait dit, en levant les deux mains en signe de victoire, « Je suis le plus grand escroc de l'histoire ». De quoi avons-nous besoin pour mettre fin à cette folie de l'argent ? Notre système monétaire kleptomane est une menace existentielle pour la civilisation et un affront à la décence et à la justice la plus élémentaire. Nous ne pouvons pas revenir au système préexistant. Ce prédécesseur, le système de l'étalon or, a échoué. L'or fut utilisé comme monnaie tout au long de l'histoire, mais il a un talon d'Achille, une vulnérabilité qui a été exploitée de manière récurrente. La faiblesse de l'or est qu'il peut être saisi par la force physique, ce qui invite à la violence et incite à la guerre. Considérez cette brève histoire de l'or que Michael Saylor a contée lors de son débat Bitcoin contre l'or. L'or invite à la violence. Alexandre le Grand a parcouru la terre entière pour s'emparer de l'or. Libye raconte l'histoire d'1 millier de sièges romains pour voler l'or. César a mis à sac la Gaule pour prendre possession de leur or. Kubilai Khan s'est emparé de l'or. Pizarro a saisi l'or des Incas. Cortés l'or des Aztèques. Charles Ier l'or de tous les nobles britanniques. Les Prussiens ont saisi l'or des Français en 1871. Pendant la Première Guerre mondiale, tout le monde a cherché à saisir de l'or. Lénine a saisi l'or de l'Église en 1922. Roosevelt a saisi tout l'or qu'il pouvait en 1933. Staline a saisi l'or des Espagnols en 1936. En 1940, au début de la Deuxième Guerre mondiale, Churchill a saisi l'or de tout le monde. En 1944, à Bretton Woods, les États-Unis ont saisi l'or du monde entier, puis l'ont pris en otage. Enfin, en 1971, Nixon a tué tous les otages. L'or est systématiquement saisi. Bien qu'il ait su conserver sa valeur sur des périodes étendues au cours de l'histoire, la propriété réelle de l'or a bien trop souvent changé de main, confisquée par la force, plutôt que dans le cadre d'un échange volontaire. Bitcoin désactive la machine temporelle à voler l'argent, pour toujours. Il existe désormais une solution à tout cela. Pour la première fois dans l'histoire, un système monétaire a été conçu afin de résoudre les lacunes de tous ses prédécesseurs. Il résout les problèmes de l'or qui invitait à la violence et à la guerre. Il résout les problèmes de l'argent basé sur la dette qui encourage le vol dans le temps et provoque la myopie. Ce système de conception parfaite est Bitcoin. Désormais, nous ne sommes plus contraints de laisser les voleurs dépouiller l'avenir de nos enfants ou ruiner notre civilisation. Plus jamais. Contrairement à l'or, Bitcoin est insaisissable. Ni la puissance militaire ou informatique du monde entier ne peut confisquer ne serait-ce qu'un seul Bitcoin. Idem, aucune force ne peut emprunter des bitcoins inexistants et qui n'existeront jamais, prétendant que les générations futures paieront cette dette. Lorsque l'étalon bitcoin en viendra à remplacer la monnaie basée sur la dette, tous ces effets destructeurs cesseront. Nous jouirons d'une économie capable de se refroidir en cas de surchauffe, profitant d'une civilisation où les nouveaux gains de productivité ne nous sont pas dérobés au profit de stimulus d'inutiles. Nous tirerons tous les bénéfices des incitations créées par Bitcoin pour générer une énergie abondante et propre. Bitcoin débarrassera le monde des institutions et des pratiques qui ont osé spolier les citoyens sans défense, y compris ceux du futur qui ne sont pas encore nés. Il mettra un terme définitif à la plus grande escroquerie jamais commise qui fut imposée au monde entier en cette tragique journée d'août 1971. Un seul champion peut défaire ses ennemis malfaisants de l'humanité qui commettent le plus grand hold-up de l'histoire, et il s'agit du plus grand gladiateur du monde, Bitcoin. Ok, fin du deuxième volet. Ça te plaît ?
À mon niveau, reprendre cette lecture de Strolight, c'est un vrai plaisir. Tu vois, ces 3 dernières années, j'en ai étudié, j'en ai lu des écrits sur Bitcoin. Et avec tout ce recul, tu vois, je suis très impressionné par ce que Tomer a réussi à condenser ici et à présenter de manière si accessible. Chapeau, monsieur Strolight. Alors, que faut-il en retenir exactement de cette deuxième partie ? Ça va dépendre de la réceptivité, de la sensibilité de chacun aux différents éclairages que Tomer nous propose. En ce qui me concerne, je trouve que l'analogie du phare dans la tempête exprime de façon remarquable l'idée que Bitcoin est l'objet monétaire le plus stable qui soit. C'est vrai, sa volatilité sur le court terme demeure assez extrême, mais elle n'est que le reflet de l'émotivité humaine et de ce processus accéléré, donc assez violent, de monétisation de Bitcoin. Mais lorsque notre attention se porte sur ses fondamentaux, Bitcoin apparaît en effet tel un roc mathématique, prévisible à bien des égards, toujours fidèle à ses promesses, face à des monnaies fiat qui dérivent au gré des décisions aux doigts mouillés de vieux banquiers centraux. J'aime aussi le jeu sémantique auquel Tomer se livre pour nous transmettre avec subtilité à quel point Bitcoin sauve la notion même de monnaie, en restaurant sa fonction d'épargne essentielle et sa fonction de moyen d'échange incensurable, vital. To save, ce mot à double sens, sauver, épargner, ça marche en anglais comme en français. Les réflexions autour de l'utilisation de l'énergie par le réseau Bitcoin sont importantes. Des années durant, les adversaires de Bitcoin ont ciblé le caractère énergivore du réseau comme vecteur d'attaque privilégié. Ces assauts, fondés sur des études fallacieuses, gagnaient encore en virulence lorsque Tomer a publié ce recueil de textes. Fort heureusement, le réel a fini, comme toujours, par s'imposer, et rares sont ceux qui, dans le monde académique, médiatique et même politique, contestent l'impact bénéfique de Bitcoin sur le plan énergétique et environnemental. Voilà une autre dimension, plus inattendue sans doute, de l'espoir que Bitcoin nourrit. Que dire aussi de cette image du super gladiateur au cœur de l'arène, triomphant de tous ses combats ? Eh bien, qu'elle fonctionne à merveille, évoquant toute l'invulnérabilité de Bitcoin. Et dans cette même veine, tu découvriras bientôt cet animal, le ratel, Honey Badger en anglais, un blaireau des plus coriaces qui incarne toute l'audace et l'antifragilité de Bitcoin. Bon, et puis ce deuxième volet se conclut sur ce scénario policier, un vrai thriller, cette histoire de hold-up gigantesque menée de main de maître par cette satanée bande de criminels qui voyagent dans le temps. Tomer m'épate encore une fois. Avec cet artifice, on jette un regard nouveau sur les déficits budgétaires et leur accumulation sous forme de dettes, fardeau immense, spoliation honteuse que l'on impose sans vergogne aux générations à venir. La réponse à notre grande question « Pourquoi Bitcoin ?» prend forme. Tomer rassemble l'une après l'autre les 27 pièces à conviction qui désignent Bitcoin comme le remède, la solution au chaos auquel nous mène un système monétaire injuste, obsolète et criminellement récalcitrant à tout changement. Suite et fin la semaine prochaine. Ciao.